Je le sais pas pour vous, mais moi, j'avais très hâte de vous parler de Wyrmspan. Mais je l'ai reçu juste en février, fait que on va attendre encore une couple de jours avant que je vous en parle. Bonjour les véhicules du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce Quoi de neuf du mois de janvier 2024. Déjà en 2024, le temps avance tellement vite. Et là, j'ai très hâte de vous parler de Wyrmspan, mais étant donné que je l'ai reçu seulement le 2 février, on va attendre encore un petit peu. Ceci dit, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps, je vous prépare une vidéo pour vous parler de ce jeu-là. Mais là, on revient à mon Quoi de neuf. C'est quoi le Quoi de neuf? Eh bien, c'est un segment que je fais mois après mois et maintenant année après année qui me sert à chaque mois de vous raconter mes expériences ludiques. Donc, de faire le tour sur les nouveautés que j'ai jouées, les nouveaux jeux pour moi ou simplement mon retour sur des jeux que ça faisait trop longtemps que j'y avais joué. Donc, fidèle à mes habitudes, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois, j'ai joué 48 parties de 24 jeux différents et là-dedans, il y en a 4 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, un mois avec un peu moins de nouveautés, mais ça fait du bien des fois de revenir en arrière et de rejouer à ces jeux-là qu'on se dit qu'on devrait tellement sortir. D'ailleurs, c'est un de mes buts cette année. Il y a beaucoup de jeux que je veux retourner, je veux revivre ces expériences-là pour les redécouvrir et aussi vous en reparler. Donc, je vais commencer immédiatement ma vidéo à vous parler de La Granja Deluxe. Alors, La Granja est un jeu qui était sorti déjà il y a quelques années. Le jeu jaune. Il était pas beige, lui, il était jaune. Alors, c'est un jeu que j'avais passé proche souvent d'acheter, mais ça avait jamais donné. Je pense que le jeu était peut-être pas nécessairement adapté à 2 joueurs, et c'est un gros problème pour moi, parce que la plupart du temps, je vais jouer à ces genres de jeux-là à 2 joueurs. Mais lorsque j'ai vu cette nouvelle version, cette nouvelle mouture de La Granja sortir, je me suis dit, bon, là, c'est probablement l'occasion pour l'essayer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de gestion où on va devoir tenter de gérer une ferme, si on veut, et c'est un concept qui a été vu souvent quand même, faire des commandes pour aller livrer au marché. Le jeu utilise un concept que j'adore avec des cartes multi-usages. Ça veut dire qu'une petite carte peut être utilisée pour plein de choses différentes. Ça peut être des personnes qu'on va engager, qui vont nous donner des pouvoirs. Ça peut être des commandes qu'on va prendre. Ça peut également être des plantations ou des mises à jour qu'on va avoir pour avoir plus d'espace sur notre ferme. Et je trouve que ce concept-là de carte multi-usage, je le trouve vraiment génial. Donc, c'est certain qu'on a droit à une belle grosse version, toute shiny, toute démesurée un peu même, une grosse boîte, mais l'insert est vraiment bien fait du fait que c'est rapide à sortir et le jeu a plusieurs modules. Bon, j'ai joué simplement avec la version vanille. Il y a beaucoup de petits modules qu'on peut rajouter, des modules qui ont d'ailleurs été faits par des auteurs différents. Je trouve que l'idée est super bonne de prendre un jeu et dire « Hey, il y a plusieurs auteurs qui nous ont fourni leurs petites variantes, leurs petits modules comme ça. » Ça vient rajouter un peu de pep. Là, c'est certain que j'ai seulement joué le jeu vanille, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Je pense que c'est un euro qui est un peu intimidant au début parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, mais le jeu se prend en main tellement bien. Il y a un aide de jeu qui nous sert à suivre les différentes phases et tout fait du sens. C'est vraiment bien pensé. D'ailleurs, c'était vraiment une belle surprise. Je pense que c'est le genre de jeu que je me vois y rejouer longtemps et de le garder longtemps dans ma collection. Les décisions qu'on va prendre tout au courant de la partie sont tellement satisfaisantes et le fait de réussir à faire des bons coups, de réussir à placer les choses, je pense que ça rajoute vraiment un beau quelque chose. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour moi. La Granja, d'ailleurs, vous avez pu voir une vidéo de La Granja avec un à table. Et oui, c'est ce genre de petites choses comme ça que j'aime produire. Et je vous en ai déjà parlé en long et en large là-dessus. Je continue avec un jeu qui s'appelle Humanity. Alors, Humanity va également avoir droit à son à table. Alors, c'est un jeu de gestion de ressources. C'est un jeu qui est un peu difficile à saisir parce que on a l'équivalent, c'est pas nécessairement du placement d'ouvriers qu'on va faire, mais on a de la gestion de ressources. On va placer nos ouvriers à certains endroits pour pouvoir compléter certains contrats et prendre certaines tuiles. Et le but, c'est vraiment une exploration. On explore une des lunes de Jupiter et on doit justement gérer nos ressources, construire notre tableau de cartes. Une des choses qui est très intéressante dans Humanity, c'est l'aspect du temps. Et là, pour moi, dans le jeu de société, en général, lorsqu'on utilise le temps comme ressource, c'est un concept que
j'aime beaucoup. Que ce soit dans Glenmore, où c'est toujours le joueur en arrière qui va jouer comme ça lorsqu'on va tourner autour de la rondelle, ou même dans Patchwork, que c'est toujours le joueur qui est en arrière. Donc, l'aspect du temps va faire en sorte qu'on n'aura pas des tours nécessairement standards. Et dans le cas de Humanity, le temps est fait autour de l'espèce de grue qui va tourner, le bras articulé qui va tourner autour du plateau de jeu. Et lorsque le bras va avancer, on va prendre des actions, on va déplacer les tuiles. Et lorsqu'il va avancer, tous les ouvriers, tous les astronautes en fait qui vont avoir dépassé vont pouvoir revenir. Ceux-là qui sont à l'endroit du bras ou plus loin vont attendre. Ça veut dire qu'on peut choisir la tuile qu'on va avoir, mais si on choisit une tuile qui est un peu plus loin ou peut-être une tuile qui nous avantage beaucoup, ça se pourrait qu'on ait besoin d'attendre un peu plus avant d'avoir notre astronaute. Et c'est très important la gestion parce que les astronautes vont servir pour pouvoir générer des ressources, mais également aussi pouvoir aller chercher ces différentes tuiles-là qu'il va avoir. Donc, il y a des expériences. Le jeu essaye beaucoup de choses. Je pense que moi, c'est vraiment l'aspect du temps que j'ai préféré dans ce jeu-là. Mais bon, comme vous allez entendre éventuellement m'en parler, je pense que c'est un bon jeu. C'est un jeu qui mérite d'être essayé. Une qualité de production vraiment incroyable. Et là, JP, dans sa vidéo, riait de moi, qui allait probablement vous dire la chose suivante. Le livre de règles est hardcover, donc c'est une couverture rigide. Je dirais que c'est peut-être pas nécessairement pratique, mais ça donne tout un visuel et tout un cachet au jeu. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'images, la NASA même. Je pense que le jeu sont allés en ligne avec le concept vraiment là. Mélange de réalité et de fiction, parce qu'on est quand même sur une lune de Jupiter, mais je pense que l'idée du jeu était vraiment intéressante. L'application est bonne. Est-ce que c'est un jeu que je vais revisiter plusieurs fois? C'est certain que je vais y rejouer, mais il y a des petites choses des fois que le jeu aurait peut-être pu faire mieux. Ceci dit, l'aspect du temps, je l'ai trouvé vraiment super pour Humanity. Je continue avec un Kickstarter que j'ai backé et que j'étais très content d'avoir, qui s'appelle Age of Comics. Age of Comics utilise un thème que j'apprécie particulièrement. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de bande dessinée et je consomme énormément de bande dessinée. Bon, je suis peut-être pas classique avec une bande dessinée en papier, mais j'aime beaucoup lire sur ma tablette des comic books. J'en lis pratiquement à chaque soir avant de me coucher. Je suis vraiment un fan. Donc, lorsque le thème de Age of Comics est arrivé, wow, l'âge d'or des comic books, donc des années 40, j'étais tout de suite sous le charme. Premièrement, je tiens à vous dire, qualité de production vraiment incroyable, un beau jeu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de placer des ouvriers pour faire différentes actions qui vont nous faire collectionner des couvertures, des artistes, également des gens des écrivains qui vont pouvoir écrire pour pouvoir générer nos comic books, générer du hype, générer des revenus et de distribuer nos comic books. Donc, le jeu utilise beaucoup de petits éléments, mais je trouve que le tout était quand même assez homogène. J'ai joué une partie, j'ai vraiment adoré le thème, et je pense que c'est le cas les mécanismes sont corrects, c'est un bon jeu, c'est pas un jeu exceptionnel, mais le thème le rehausse énormément. Maintenant, est-ce qu'un thème comme ça sert pour pouvoir pallier parce que le jeu n'a pas de problème majeur. Le jeu est peut-être juste pas si inspiré que ça. Et si c'était pas du thème des comic books, je suis vraiment pas persuadé que le jeu aurait eu autant de buzz, du moins pour moi. Ceci dit, je sais que le jeu va plaire à quand même beaucoup de monde. Un ami avec qui j'ai joué qui a adoré sa partie pour sa part. Moi, comme je dis, je pense que j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le jeu m'a pas chamboulé et il a fini par quitter ma collection. Ben, à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Le thème était vraiment, mais vraiment bien appliqué. Même qu'on pouvait faire des rip-offs, donc des plagiats de comic book. Fait que si l'autre joueur avait un comic book, on pouvait, en utilisant moins de ressources, ça nous générait moins de buzz non plus, mais on pouvait copier son comic book. Je trouve que c'est des petites choses comme ça. Et à cette époque, on s'entend là, vous avez juste regardé les héros de DC et les héros de Marvel. Il y en a tous que c'est pratiquement tous des copies les uns des autres à cette époque-là. Donc le fait d'avoir ajouté l'histoire de plagiat dans les règles du jeu de base, je trouve ça vraiment bien pensé. Donc Age of Comics, un jeu qui a été correct, mais si c'était pas du thème, ça aurait été bien ordinaire. Je continue avec un jeu qui, lui, c'est pas un jeu qui est nouveau dans ma collection, mais c'est un jeu que je rejoue. Et à chaque fois que j'y rejoue, j'ai-tu du plaisir, rien qu'un peu. C'est G.I. Joe The Deck Building Game. Bon, Renegade Games a sorti à un moment donné une tonne de deck builder. G.I. Joe, Transformers, même les Power Rangers. Bon, pour ma part, les Power Rangers, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais Transformers et G.I. Joe, c'est deux thèmes que j'aimais beaucoup. Que voulez-vous, hein? Un petit gars des années 80 comme ça, comme moi, ça reste que l'espèce de petit gars en moi aimait vraiment beaucoup l'idée. Et le Transformer, le deck builder, j'ai essayé. C'était ordinaire. J'ai essayé des extensions. J'ai pris toutes les extensions même pour essayer de voir est-ce que ça va pallier, mais non, le jeu a jamais cliqué, malheureusement.
Cependant, pour G.I. Joe, ça a été le contraire parce que c'est un jeu que j'ai fini par acquérir toutes les extensions. J'ai même pas joué avec le corps du contenu, mais je suis content de l'avoir. Donc pour ceux qui ne savent pas, G.I. Joe The Deck Building Game est un jeu coopératif où les joueurs vont devoir tenter de travailler ensemble pour vaincre Cobra. Donc, on a une espèce de petit scénario qui va se faire, des histoires. C'est très, 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 très cheesy et c'est correct comme ça parce que c'est ça le but de chaque épisode de G.I. Joe, c'était super cheesy. Cobra tente de dominer le monde. Cobra prend possession du président des États-Unis. C'est toutes des affaires comme ça, super clichés, mais ça vient vraiment chercher. Et celui-là, un peu comme Age of Comics, c'est un jeu qui mécaniquement est correct. C'est un deck builder un peu standard, rivière, différents ennemis qu'il va falloir vaincre. La twist vient qu'il va y avoir des dés qu'on va faire et les dés peuvent être tellement punissants. On peut avoir des jets de dés qui vont être complètement ridicules et complètement tomber dans l'oubli, manquer notre shot ben raide. On brasse 8 dés, on réussit pas à avoir les succès qu'on veut. C'est incroyablement frustrant, mais pour une raison, pas une raison que j'ignore, une raison que je connais très bien, j'ai tellement de plaisir avec ce jeu-là. Le thème rehausse le jeu, mais là, le faire en sorte que lui, contrairement à Age of Comics, je le garde dans ma collection et je le sors même souvent. J'ai tellement de plaisir à jouer à G.I. Joe The Deck Building Game. Ceci dit, si vous aimez pas le thème, vous ne connaissez pas G.I. Joe, c'est pas de votre époque ou vous avez aucun intérêt avec ça, je pense pas que ça va être le jeu pour vous et c'est probablement pas ça qui va être suffisant pour vous faire aimer le jeu. Mais si vous êtes comme moi, puis que ça fait résonner le petit gars de 9 ans en vous, je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment super. Donc, G.I. Joe The Deck Building Game, pour moi, c'est un franc succès. D'ailleurs, j'ai toutes les extensions, j'ai même pas encore essayé un mode campagne avec Raise the Flag que j'ai pris parce que là, je veux tout avoir de ce jeu-là. J'ai le syndrome du completionist, j'ai besoin d'avoir absolument tout, même si j'ai rien exploré encore. Je pense que j'ai beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Je continue avec un autre jeu, et là, c'est drôle parce que je faisais le parallèle avec Wormspan. L'autre jeu de Stonemaier Games qui est sorti un peu plus tôt l'année dernière maintenant, c'est Happy Harry. Alors, j'ai rejoué au jeu des abeilles Biz. Alors, Happy Harry, c'est un jeu de placement d'ouvriers un peu traditionnel. La twist vient du fait que lorsqu'on va placer un ouvrier à un endroit où un joueur est déjà un ouvrier, l'ouvrier va être bumpé et va retourner dans la zone de l'autre joueur. Et ce sont des abeilles. Et les abeilles ont une force entre 1 et 4 selon la valeur de la force de l'abeille. L'action va pouvoir être bonifiée. Les abeilles numéro 4, habituellement, ont un gros bonus puissant dans la zone. Mais lorsqu'ils vont passer de 4, parce que là, quand ils reviennent, ils montent de 1. Et là, un moment donné, lorsqu'ils sont à 4 et ils se font bumper ou on les rappelle à la maison, à ce moment-là, elle va tomber et là, elle va tomber en hibernation. Donc, l'abeille va quitter notre zone. Elle va pouvoir en recruter une nouvelle, éventuellement niveau 1. Et elle va aller en hibernation sur une zone et là on va placer pour avoir des bonus de fin de partie. Ça se trouve être le timer un peu du jeu. Donc dans le jeu, on va explorer différentes planètes comme ça pour retirer des ressources. On va développer notre petit plateau de jeu, beaucoup d'aspects de gestion de ressources, un peu de gestion de cartes qu'on va avoir, plusieurs actions. Donc un placement d'ouvrier qui fait rien d'absolument exceptionnel, mais j'ai beaucoup de fun. Je pense que j'ai eu plus de plaisir encore à y rejouer. Je pense que le jeu, sans être absolument incroyable, sans être un must-have de tous les temps, j'aime bien le jeu Happy Harry. J'ai joué à 2, 3 et 4 joueurs. Je n'ai pas encore joué en solitaire et le jeu vient avec un bon mode solo. Les Stonemaier Games sont bien reconnus pour avoir des bons modes solo assez robustes avec des automas. Alors, Happy Harry, bien content d'y avoir rejoué. Je continue avec un jeu qui s'appelle My Island. My Island est un jeu Legacy, mais un Legacy qui est facile à compléter. Parce que bon, on se le cachera pas, il y a des Legacy qui s'éperdurent, des Gloomhaven de ce monde, et c'est pas toujours facile de réussir à aligner le temps, les parties, et surtout les gens autour de la table pour pouvoir y jouer. L'année passée, ou il y a 2 ans, il y a un jeu qui s'appelle My City qui était sorti. Placement de polyomino très standard, et c'est un jeu évolutif dans lequel on passait, je pense... 18 parties ou quelque chose comme ça. En fait, on faisait une histoire et à chaque fois, il y avait des règles qui se rajoutaient, des petites choses. Le jeu était tellement simple à prendre en main et c'est un jeu que je conseille énormément, même aux familles. Je pense que c'est un jeu qui est facile à prendre en main, pose de polyomino et au départ, c'est très très simple et plus la partie avance, ça se complexifie. Certains qui vers la fin, si on passe trop de temps à prendre une pause, il va falloir se remettre un peu dans les règles pour pouvoir s'en rappeler, mais My City est un jeu que j'avais particulièrement aimé.
on saute à My Island, le jeu dont je vous parle, qui est relativement similaire. D'ailleurs, même look visuel, même designer, un énième jeu de Reiner Knizia qui nous produit après, je sais pas, 300-400 jeux par année pratiquement. Mais ultimement, My Island est aussi un placement de polyomino. Cette fois-ci, on a le droit des tuiles hexagonales au lieu d'avoir des tuiles carrées. C'est vraiment un jeu qui est tellement facile à prendre en main. Et là, j'ai fait seulement les 2-3 premières parties, mais j'ai hâte de découvrir ce que le jeu va nous offrir. J'avais essayé une petite partie pour le fun à Gen Con, là, juste pour dire le premier scénario sans trop voir qu'est-ce que le jeu nous offrait. Et c'est très très simple, on se le cachera pas. Mais je pense que c'est un beau petit jeu. J'ai hâte de continuer. J'ai hâte de vous parler de la campagne aussi, parce que c'est le genre de petit jeu le fun qui est une belle découverte. My City, après avoir terminé la campagne, j'y ai pas joué. Il y a un mode pour pouvoir jouer là après, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Le jeu traîne encore dans une boîte quelque part, mais je pense pas vraiment que je vais le ressortir. Ça a resté une belle expérience Legacy, surtout un Legacy que j'ai terminé. Parlant de Legacy que j'ai terminé, le prochain c'est Aventurier du Rail, Légende de l'Ouest. Alors non, vous n'allez pas avoir de spoiler, mais préparez-vous, parce que je pense que la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, je vais vous faire une vidéo full spoiler sur le jeu. Je vais parler de chacun des éléments qui a été débarré parce que j'ai terminé ma campagne. La dernière partie, la 12e partie, a pris un peu plus de temps avant d'arriver, mais j'ai finalement terminé ça. Alors, j'ai fait ça à 2 joueurs seulement. Mon but était bien entendu de compléter la campagne rapidement pour pouvoir vous en parler. Alors, j'ai pu explorer un peu et bon, hein, je voudrais pas ça, mais j'ai fini par gagner la campagne, quoique ça a été très, très serré. Donc, les Aventuriers du Rail, j'ai terminé ma campagne, bien hâte de vous en parler. Je vais me retenir de vous dire trop de choses parce que je voudrais pas vous spoiler rien. Encore là, si jamais vous avez de l'intérêt envers les Aventuriers du Rail et que l'idée d'un Legacy vous chicote un peu, là, je pense que c'est un excellent point de départ. Certain que le jeu est assez dispendieux comparé à My Island qui est vraiment, vraiment pas cher, mais les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest m'a vraiment apporté à plein de places et j'ai vraiment apprécié mon expérience. Je continue avec un autre jeu que lui, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué et depuis, j'y ai rejoué même, je pense, 2 ou 3 fois. C'est une grosse boîte maintenant parce que oui, bien entendu, il a subi le syndrome du Mega Full Big Box. C'est le jeu Vindication. Vindication est le premier jeu de la compagnie Orange Nebula. Une compagnie qui n'a pas produit beaucoup de jeux, mais quand ils en font un, ils lésinent pas sur le matériel, sur la qualité, ils mettent vraiment tout leur amour là-dedans. Vindication était leur premier jeu, Unsettled était le deuxième, Unsettled qui est un jeu de survie, d'exploration, vraiment incroyable, du matériel encore là de qualité incroyable. Orange Nebula est vraiment solidement sur la coche quand il vient au matériel. Et là, lorsqu'il y a eu des extensions de Vindication, il y a également une méga full grosse big box. Je me suis dépêché d'aller la chercher parce que oui, c'est un jeu de collection pour moi et c'est vraiment, vraiment génial. Alors pour ceux qui ne savent pas, Vindication, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un euro, c'est un jeu pouce-cube déguisé avec un thème vraiment incroyable. Alors le but, c'est qu'on est un mécréant qui est sur la chemin de la rédemption, mais au final, on va se déplacer de case en case, on va manipuler des cubes qui sont des attributs, donc un cube de force, un cube d'intelligence, et on va pouvoir utiliser ces cubes-là comme différentes ressources pour pouvoir recruter des personnages qui vont nous donner des bonus, aller affronter des monstres, aller chercher des reliques, et tout ça a vraiment beaucoup de thèmes, mais au final, c'est vraiment un jeu de pouce-cube. C'est pas négatif, c'est vraiment super. Ce qui me surprend de ce jeu-là, c'est que chaque fois que j'y joue, je fais « Wow, c'est tellement un jeu de qualité. » C'est un jeu qui, forcément, va être dans mon top 30. Vraiment excellent. Et ce que j'aime, c'est que un des points, parce que oui, il y a beaucoup de choses que j'aime de ce jeu-là, c'est que de la façon que les parties se terminent. Alors, il y a ce qu'on appelle des triggers, donc des enclencheurs de fin de partie. Et là, en début de partie, on va avoir trois cartes, je crois, qui vont servir d'effet. Donc, lorsque telle condition va arriver, ça va décréter la fin de la partie. Et là, plus on avance pendant la partie, on arrive à certains points sur la piste de score. Et lorsque les joueurs arrivent à un certain point, on va rajouter des nouvelles cartes de trigger comme ça va faire en sorte que les fins de partie, ça va toujours être des conditions différentes et j'aime la twist que ça apporte sur le jeu. Ça rajoute le fait qu'il y a des parties qui vont être très rapides. D'ailleurs, j'ai joué une partie à 2 joueurs qui a duré 35 minutes. Donc, ça a été vraiment rapide. Des fois, des parties à 3 joueurs, peut-être 1h30. Je pense que c'est une belle expérience de jeu, un jeu qui est très gratifiant. Chaque fois que j'y joue, j'ai une satisfaction incroyable et même si la durée est pas nécessairement
tout le temps longue, comme la petite partie à 2 joueurs que j'ai faite. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et bien entendu, bon, la version Big Box nous amène plein d'inserts, de game trays, des choses comme ça qui viennent faciliter la mise en place. Et pour moi, c'est un gros plus d'avoir un jeu qui est que la mise en place est facilitée par justement ces petites affaires-là. Parce que oui, c'est toujours beau d'avoir des grosses Big Box, des grosses choses, mais les jeux avec 8 plateaux de miniatures, c'est toujours difficile à sortir. Tandis que là, on a du beau matériel, c'est facile, on ouvre la boîte, on prend la boîte que ça nous prend, on les ouvre sur la table et la mise en place se fait très vite. Vindication, un gros succès. D'ailleurs, Lucky Dog Games a sorti la version francophone du jeu et je sais qu'il y a aussi une campagne pour la version francophone de Unsettled, un jeu que j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec ma version anglaise, mais je vous en avais parlé dans une vidéo. Je continue avec un autre jeu que je suis très heureux d'avoir ressorti et lui, il va se hisser encore plus haut dans mon top. C'est le jeu Massive Darkness 2. Bon, je sais pas si vous avez joué à Massive Darkness 1. Moi, j'y ai pas joué et de ce que j'ai appris, mais ça a l'air que j'ai pas manqué grand-chose. Lorsqu'ils sont arrivés avec Massive Darkness 2, Simon a fessé vraiment fort parce qu'on a droit à un dungeon crawler. Et oui, un jeu où on va brasser plein de dés, affronter plein de monstres, avoir des personnages qui vont monter en puissance, on va trouver des items. Mais là où il y a beaucoup de jeux comme Descent, par exemple, qui est un excellent jeu, mais qui est un jeu de campagne. Donc, il faut commencer la campagne, on continue ça et on avance à travers la campagne. C'est gratifiant pour les gens qui ont le temps et qui aiment ça faire des campagnes. Pour ma part, j'ai moins tendance à m'investir dans des campagnes. Là, c'est drôle parce que je vais parler de jeux Legacy un peu avant, mais des campagnes comme ça, j'ai moins l'occasion. Massive Darkness 2 nous propose un jeu à scénario. Donc, on peut simplement s'installer avec des amis, dire « Hey, on fait le scénario 5, boum! » Et pendant la partie, on va monter de niveau, on va gagner de l'équipement, on va avoir une montée en puissance qui va faire qu'à la fin de la partie, on se sent super fort. Et là, selon les scénarios, on va avoir l'occasion de monter plus haut de niveau. Et je pense que c'est cet aspect-là du jeu qui m'avait énormément plu. Le fait qu'on a droit à un jeu très arcade un peu, là, en voulant dire qu'on va brasser beaucoup de dés par rapport à ça, affronter des monstres. Et bien entendu, le jeu offre aussi un mode supplémentaire. Alors, ça, c'est la boîte de base qui est du scénario. Mais il y a également la boîte de campagne que j'ai fini par me procurer quand même. J'ai pas encore commencé la campagne, mais j'ai fini par me la procurer quand même. J'aime tellement Massive Darkness. Je pense que c'est clairement mon dungeon crawler favori de tous les temps. Et j'en ai essayé quand même beaucoup et celui-là se démarque par son espèce d'aspect de montée en puissance tellement agréable. Le fait qu'on va trouver plein de loot, même qu'on va échanger notre loot pour aller en chercher d'autres. On a vraiment un feeling de Diablo-ish et j'ai vraiment trouvé ça super. Donc, Massive Darkness 2 a toujours la cote. Et là, on passe du Ameritrash, brasser des dés, battre des monstres, à un jeu de gestion à l'européenne je ne me lasse pas de jouer à ce jeu-là. J'ai tellement d'émotions que je cherche mes mots. C'est Le Havre. Le Havre est un jeu du designer Uwe Rosenberg qui a produit des classiques comme Agricola, Caverna et une tonne de jeux par la suite aussi. Bon, il y a aussi des petits jeux comme Bonanza, mais ça, on va revenir un autre jour. Ceci dit, Le Havre est pour moi le meilleur opus de tous ces jeux de ferme. Et là, il y a des jeux de ferme, des jeux de gestion comme ça. Alors, on a droit à un placement d'ouvriers, pas très original, UV, beaucoup de placements d'ouvriers, mais dans Le Havre, on a un seul ouvrier. Et ces décisions-là qu'on va prendre pendant la partie, parce que à chaque tour, on a droit à une des deux décisions. Soit qu'on prend toutes les ressources d'un port, ou qu'on place notre ouvrier à un endroit. Et ces petites décisions-là font en sorte que plus la partie avance et plus nos décisions ont des ramifications très importantes. Et à chaque fois que j'y rejoue, je fais comme « Wow! Hey, c'est vraiment solide. » C'est vraiment un de mes jeux favoris de tous les temps. Et là, je parle dans mon top 5 probablement parce que Le Havre a tellement une satisfaction. Bon, premièrement, je tiens à le dire, il faut faire attention. Je suis pas sûr que je vais y jouer à 4 joueurs. Ça serait énormément long et surtout que c'est pas un jeu qui a... C'est difficile à expliquer parce que si on n'y a pas joué, mais le tempo du jeu fait en sorte que lorsqu'on joue à 2 joueurs ou 3 joueurs, ça va très très bien. Mais avec un 4e joueur, ça vient vraiment rajouter des longueurs. Et ça rajoute des longueurs inutiles pour le jeu parce que on a moins d'actions à faire, on a plus de tension, on a moins de latitude, on a un peu moins de plaisir même, je pense, à y jouer. 2 ou 3 joueurs, Le Havre, c'est vraiment vraiment génial. C'est chaque fois que j'y joue, chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, c'est peut-être pas un jeu qui a le look du goût du jour, mais j'ai énormément de plaisir à jouer et rejouer à ce jeu-là.
Le prochain jeu que je vais vous parler est un autre jeu qui fait partie de mon top. Hein. Je parle beaucoup de jeux de top parce que comme je vous ai dit, j'ai revisité des jeux. Alors le mois passé, j'avais revisité Ark Nova. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai joué beaucoup à Ark Nova avec l'extension Marine Worlds sur laquelle j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Ça m'a redonné le goût de sortir Ark Nova, bien entendu. Et qui parle d'Ark Nova? On parle aussi de Terraforming Mars. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Terraforming Mars est le jeu qui est arrivé numéro 1 dans mon palmarès lorsque j'ai fait l'exercice il y a quelques années déjà. Ce qui est encore numéro 1 dans ma liste? Mystère. Je vais peut-être travailler éventuellement à refaire un top 100. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce genre de top. Mais là, je m'étais dit, c'est le temps de ressortir Terraforming Mars. Parce que malgré le fait que ce soit mon jeu, que c'était mon jeu favori de tous les temps, ça reste un jeu que j'ai énormément en estime. J'ai essayé Ares Expedition, Terraforming Mars, le jeu de dés, l'original restait le classique. Mais malgré tout, ça faisait en sorte que ça faisait quand même un bon moment que je n'avais pas joué à ce jeu-là. Ça faisait même quelques années que j'avais pas ressorti ce jeu-là. Et pour quelqu'un qui dit que c'est un de ses jeux favoris, c'est un peu ordinaire. Donc là, je me suis dit, c'est le temps de le ressortir. Alors, j'ai sorti avec Prélude. J'ai même pas rajouté 1 million d'extensions parce que j'ai toutes les extensions. Je me suis dit, je vais jouer Vanille avec Prélude parce que c'est comme un must pour moi. Et j'ai redécouvert Terraforming Mars et j'ai joué une partie en solo. J'ai eu un coup de motivation. Je me dis là, je me sors un Terraforming Mars. Ça fait trop longtemps. Et wow, chaque fois que j'y joue, un peu comme le Havre, hein, chaque fois que j'y joue, c'est comme si je redécouvrais un plaisir qui m'a pas quitté. J'ai comme cette espèce d'émerveillement-là à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui différencie les classiques modernes, ces jeux, les Terraforming Mars, les Le Havre, comparés aux jeux comme je dirais, mettons, même je vais dire Humanity ou Age of Comics, que c'est des jeux qui sont, oui, c'est le goût du jour, c'est nouveau, mais est-ce qu'en y revenant avec un peu de recul, je vais avoir autant le même feeling? Et là, pour des jeux comme même Vindication, Le Havre et Terraforming Mars, c'est vraiment ce feeling-là que j'ai. Le wow, je le sais que ces jeux-là, c'est vraiment des jeux qui se démarquent. Et qui se démarquent par leur qualité. Le monde aura beau dire ce qu'ils voudront de Terraforming Mars. Ah, au début, la qualité des plateaux, ah ben là, on les accroche à cause qu'il n'était pas double couche. Mais tu sais, le matériel a été souvent mis en cause, sous l'œil des projecteurs par beaucoup de gens, mais moi j'ai toujours trouvé que le matériel était adéquat. Il était pas exceptionnel, mais il était correct. C'est juste que c'est dans un monde dans lequel que les plateaux de double couche ont commencé à prendre beaucoup plus d'importance, parce qu'avant, on n'en avait pas des plateaux de double couche vraiment, il y en avait vraiment pas beaucoup. Il y a une dizaine d'années, il y en avait vraiment pas beaucoup. Et là, plus ça va et plus on a droit à en voir comme ça, mais le matériel était correct sans plus. Si j'ai jamais accroché mon plateau de Terraforming Mars, tout le monde disait ben, si tu l'accroches, les cubes ils revolent partout. Ça m'est jamais arrivé, je faisais attention. Faut croire. Peut-être que je suis pas si maladroit que ça. Bon, c'est certain qu'avec les extensions, les ajouts, les big box, les ci, les ça, ils ont rajouté des beaux plateaux de double couche et le matériel s'est bonifié. Là, on se le cachera pas. J'ai la big box avec les miniatures, si on veut, les tuiles. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Et le gameplay. Parce que c'est ça qui est important. Les mécanismes de jeu et le plaisir d'y jouer sont toujours au rendez-vous. Construire mon tableau, c'est vraiment ce qui me fait vibrer dans le jeu de société, moi, c'est de construire un tableau, avoir l'impression de construire quelque chose, de faire des synergies. Ça, c'est un mot que j'utilise souvent, mais lorsque j'ai des jeux qui ont des synergies ensemble, des choses comme ça qui me font faire des bonnes idées, des bons mouvements, des bons combos, des coups qui sont satisfaisants, je trouve vraiment ça agréable. Et Terraforming Mars me donne ce feeling-là. J'ai joué un partie, puis j'ai fait « Ok, wow, j'ai beau pas jouer pendant longtemps, mais c'est comme un vieil ami, hein. Tu sais, un vrai ami, là, que ça a beau faire 2, 3, 4 ans qu'on s'est pas vu, mais quand on se voit, c'est comme si c'était la veille. Ben, ça m'a fait ça avec Terraforming Mars. Donc, vraiment une belle expérience. Encore une fois, et malgré le fait que oui, je sais, il y a eu plein de jeux après ça qui sont sortis. Bon, Ares, c'est pas tout le monde qui l'a apprécié. Le jeu de dés non plus, mais moi, bon, je les ai aimés quand même, mais l'original reste vraiment, vraiment génial. Donc, ça fait un peu le tour, mais là, je vous ai parlé de certains jeux, mais je veux quand même prendre le temps de vous parler en vrac. Et là, je ne mettrai pas des petits graphiques et des petites images pour ça, mais il y a plusieurs petits jeux que je voulais quand même glisser un mot. Puis je pense que je vais faire ça en vrac comme ça. Donc, après avoir parlé de mes expériences principales, je vais y aller comme ça ici et là. J'essaie aussi un peu quelque chose de différent. J'essaie de prendre un petit peu plus mon temps pour pouvoir parler d'une tonne de jeux comme ça, pour vous présenter un quoi de neuf. Si jamais vous aimez ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je sais que ma vidéo va être un petit peu plus longue qu'à l'habitude, mais que voulez-vous, hein, j'ai tellement envie de vous parler de jeux qu'il faut que ça sorte. Donc, dans le en vrac, ici, comme ça, j'ai rejoué beaucoup à Scout. Scout, c'est un petit jeu de cartes vraiment, vraiment génial. On Games, chaque fois que je sors ce jeu-là, 3, 4 ou 5 joueurs. Le jeu, ce qui est drôle, c'est que le jeu se joue différemment. Plus on a de joueurs et plus on va
on va essayer de jouer des petits coups, tandis que quand on n'est pas beaucoup de joueurs, on essaie de viser le gros coup pour essayer de casser les autres puis faire en sorte de terminer la ronde. C'est vraiment un petit jeu très très malin, vraiment génial. J'ai rejoué à Last Light. Last Light qui est un jeu de un 4X en 1 heure. Ça finit toujours en dedans d'1 heure à peu près, les parties. Petit problème petit problème de jeu avec les règles un peu, quelques petites choses qui étaient mal faites. Je pense que Grey Fox Game aurait peut-être pu polir un peu le jeu, mais il reste que c'est un gameplay que je trouve agréable. On joue à 4 joueurs, on a l'impression de s'attaquer, des choses comme ça. Une campagne de session de financement qui est présentement sur GameFound pour une nouvelle un reprint. En fait, ils ont corrigé quelques petites affaires, ils ont bonifié du matériel. Donc c'est l'occasion, si vous n'avez pas essayé le jeu, si jamais vous voulez avoir la version Deluxe aussi, c'est l'occasion d'aller voir ça. Un autre petit jeu que j'ai rejoué, c'est Airland NC, qui s'est appelé en français Bestiole en guerre, pardon. Bestiole en guerre, laissez-vous pas berner par ce petit jeu-là. C'est une petite boîte, pas chère. C'est un des meilleurs jeux à 2 joueurs que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Donc moi j'ai la version standard là, qui est un peu plus drabe, un peu plus guerre traditionnelle. Ils ont voulu faire la version avec les bestioles pour justement redonner un petit pep au jeu, pour donner un petit buzz de plus, pour qu'il soit plus accessible, je pense, au grand public. Mais vraiment un super jeu. Peu importe la version, là, c'est le même jeu. C'est vraiment un jeu à 2 joueurs incroyable. Parlant de jeu à 2 joueurs incroyable, j'ai joué à Splendor Duel. J'ai rejoué beaucoup de parties de Splendor Duel. C'est le fun à jouer comme jeu. Vraiment une belle version pour y jouer. Du beau matériel, c'est le fun de manipuler les petites gemmes. Et c'est un petit jeu bien malin. Si jamais vous avez aimé Splendor, donnez une chance à la version Duel. Bon, bien entendu, ça joue simplement à 2 joueurs, mais vraiment, vraiment super. Parlant de jeu à 2 joueurs, Tsar, et oui, un jeu de GIF, la série des jeux qui ont des noms à coucher dehors. C'est une série de jeux abstraits et chacun des jeux est complètement différent tout en étant tellement similaire visuellement. Donc, c'est des jeux qui ont du beau matériel agréable à manipuler, mais c'est un bon jeu. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Certain qu'il faut aimer les jeux abstraits, mais la série GIF, là, je pense qu'ils ont 7 ou 8 jeux. Vraiment, vraiment super bon. Mes favoris, c'est Dvon, Tsar et Yinch. C'est les 3 favoris que j'ai dans toute la liste et je les ai tous essayés. Ça faisait longtemps que j'avais joué à Tsar. Vraiment super. Un autre petit jeu de Reiner Knizia, c'est Sunrise Lane. J'en ai déjà parlé récemment, mais j'ai joué quelques parties. C'est tellement le fun à mettre sur la table. C'est facile à jouer. Ça dure une vingtaine de minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum. On joue des cartes pour essayer de placer des petites maisons. On a vraiment un beau petit feeling. Le matériel est vraiment super. Ça aide vraiment. Je trouve ça vraiment super. Et un autre jeu à 2 joueurs, là, je fais comme une longue liste de jeux à 2 joueurs aussi. C'est le jeu d'Orge et de Blé. Alors, j'ai rejoué encore une fois à ce jeu-là. Le jeu est sorti, bon, moi j'avais la version anglophone, Beer and Bread, mais c'est un jeu du designer Scott Holmes. Et pour y rejouer encore, le jeu reste encore dans ma collection. J'ai beaucoup de plaisir avec surtout les ressources. L'idée que les ressources sont communes et que les champs, si on prend dans le champ et si on prend trop de ressources, on est obligé de les offrir à l'autre joueur. Cette petite twist-là fait en sorte que c'est vraiment, vraiment bien pensé. La twist aussi du scoring. Donc à la fin, on va avoir les points de boulangerie et de brasserie, donc de bière et de pain, et on va comptabiliser les points, et celui qui est le plus bas des deux fait être notre score final. Donc ça nous force à faire un peu des 2 choses. Et voilà, hey, ça fait le tour de cette longue vidéo de quoi de neuf, de plein d'expériences ludiques que j'avais hâte de vous parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne au courant des prochaines semaines? Eh bien oui, Wyrmspan, ça s'en vient cette semaine. Je vais vous produire une vidéo pour vous en parler. Est-ce que c'est juste une façon rapide de faire de l'argent sur le dos Wingspan, ou est-ce que c'est un jeu original, vraiment, vraiment unique, ou est-ce que c'est un peu un mélange des deux? C'est ce que je vais vous expliquer dans pas trop long. Et je prépare également ma série des jeux de l'année 2023. 2023. Je prépare cette série de vidéos-là, et là, comme vous me connaissez, je ne réussirai pas à faire simplement une vidéo. J'ai prévu une tonne de catégories différentes pour pouvoir vous raconter plein d'histoires sur plein de jeux, pour pouvoir vous parler de tous ces jeux-là. Je me suis dit, quelle meilleure façon que de faire un paquet de différentes catégories. Alors, je vais avoir plusieurs catégories, comme des catégories comme le meilleur jeu solo, le meilleur jeu coopératif, la plus belle production, le meilleur jeu lourd, le meilleur jeu de party, et là, un paquet de petites catégories comme ça, et je vais terminer avec mon top 20 de mes meilleurs jeux de 2023. Alors, c'est un processus qui va durer plusieurs semaines. Je vais avoir beaucoup de plaisir à vous présenter toutes ces vidéos-là.
D'ailleurs, je vais avoir bientôt une vidéo qui va servir à vous présenter un peu la façon que j'ai fait, mais aussi vous allez avoir la chance de pouvoir voter pour votre jeu de l'année. Alors, j'ai décidé d'inclure le prix du public. Alors, à partir de cette vidéo-là, probablement la semaine prochaine, vous allez avoir un lien pour aller voter sur votre jeu favori de l'année 2023. Alors, j'ai bien hâte de connaître vos choix. Donc, je pense que ça va être une belle expérience et je vais vous donner plusieurs semaines. Donc, comme je dis, là, j'ai plusieurs catégories. Que je vais faire tout au courant des prochains mois même, je crois. Là. Je pense que j'ai envie de vous parler de jeux parce que c'est ça le but. Hein? Que voulez-vous sur la chaîne? On aime ça vous parler de jeux. Moi, j'aime ça quand je regarde ma liste de dire « Hey, je veux vous parler du maximum de jeux » parce que c'est ce qui est beau dans notre hobby. Il y a tellement des jeux pour des goûts différents, des jeux qui vont plaire à du monde, des jeux qui plairont pas, des styles de jeux comme chaque joueur a ses propres choses qu'il apprécie. Donc vous avez probablement certains jeux favoris que moi j'aimerais pas parce qu'il y a certains mécanismes de jeu que j'aime beaucoup moins, d'autres que j'apprécie. Et c'est ce qui est beau, c'est de pouvoir découvrir un peu les goûts de tout le monde. D'ailleurs, chaque fois que je vous parle de jeux, je vous invite à écrire dans les commentaires. Venez m'écrire, venez me parler de vos expériences de jeux. Je veux les connaître. Je trouve ça vraiment super parce que vous m'écoutez parler sur la vidéo, beaucoup des fois comme aujourd'hui, mais moi je veux savoir votre avis sur ces différents jeux-là. Est-ce qu'il y en a que vous avez essayé? Est-ce que vous avez des expériences ludiques à nous partager? Je trouve ça toujours très agréable de vous lire et de vous répondre aussi. Alors ne soyez pas gênés, allez inscrire un petit commentaire dans la vidéo, c'est toujours très apprécié. Bien entendu, si jamais vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. Vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque nos dernières vidéos vont arriver. Donc, si jamais vous voulez également nous supporter, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez retrouver les liens et toutes les informations dans la barre de description. Et une fois de plus, j'espère que vous y avez pensé, mais si jamais il y a des segments qui vous intéressent un peu plus, j'essaie toujours de segmenter ces vidéos-là avec les différents éléments des différents jeux. Comme ça, ben, ça va vous permettre de pouvoir visionner certains endroits, certains passages qui vont vous plaire un peu plus ou, si vous appréciez, ben, simplement écouter l'intégrale. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler de jeux avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!